Internet. On y pense rarement, mais c'est devenu aussi vital que l'eau ou l'électricité. Alors que se passe-t-il quand tout s'arrête? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en explorant ce qu'on pourrait appeler le réseau fragile. Allez, imaginez le scénario. On se réveille un matin et plus rien. Pas d'internet, pas de messages, pas d'infos, le travail à l'arrêt total. La toute première question qu'on se poserait, c'est une simple panne technique ou est-ce que quelqu'un quelque part a décidé de tout couper? Eh bien, au début de 2026, pour des millions de personnes en Afrique, cette question n'était pas du tout théorique. Elles ont vécu les deux scénarios. D'abord, une panne accidentelle gigantesque et ensuite, une coupure délibérée. Deux incidents, deux réalités complètement différentes. Commençons par le premier cas, la panne accidentelle. Et pour ça, il faut regarder sous la surface de l'océan. C'est là que se trouve l'épine dorsale de notre connexion mondiale, les fameux câbles sous-marins. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs de ces câbles, qui sont absolument vitaux, ont été endommagés le long de la côte ouest africaine. Et d'un coup, des pays entiers comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, se sont retrouvés presque complètement coupés du monde. Là, on ne parle pas d'un bug logiciel, mais d'un vrai problème physique, à des milliers de mètres sous la mer. Et l'impact a été immédiat et dévastateur. Il faut s'imaginer, plus de transactions bancaires possibles, des entreprises qui tournent au ralenti, des familles qui ne peuvent plus joindre leurs proches. Toute la vie quotidienne, qui dépend tellement du numérique, s'est retrouvée comme figée pour des millions de personnes. Mais face à ces autoroutes de l'information complètement bloquées, l'ingéniosité a pris le relais. Les gens n'ont pas juste attendu que les choses soient réparées, non, ils ont trouvé un moyen de créer leur propre déviation numérique. Et cette solution de contournement, c'est le VPN, le réseau privé virtuel. Pour faire simple, c'est un peu comme un tunnel secret pour sa connexion Internet. Ça redirige tout le trafic via un serveur qui se trouve dans un autre pays, et hop, on contourne la panne locale. C'est un peu comme si on prenait une petite route de campagne pour éviter un bouchon monstre sur l'autoroute. Ce qui est assez fascinant, c'est la vitesse à laquelle cette astuce s'est répandue. En installant une simple application, les gens ont pu rediriger leur connexion vers des serveurs qui, eux, fonctionnaient encore, comme ceux de Google par exemple, et comme ça, ils ont retrouvé un accès au reste du monde. Une solution de fortune, certes, mais une solution mise en place par les citoyens eux-mêmes et qui s'est avérée incroyablement efficace. Donc voilà, une infrastructure fragile, ça peut nous isoler. Mais il y a une menace encore plus directe, c'est quand la coupure n'est pas un accident, mais bien une décision politique. Et pour ça, direction le Gabon. Pour bien comprendre ce qui s'est passé au Gabon, il faut remonter un peu le temps. Après un coup d'État en 2023, la tension politique n'a fait que grimper. Fin 2025, une grève massive des enseignants a commencé à paralyser le pays. Et les réseaux sociaux sont devenus le principal outil pour s'organiser. C'est dans ce contexte vraiment explosif que le gouvernement a pris une décision radicale en février 2026. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le décalage énorme entre le discours officiel et la réalité du terrain. Officiellement, le gouvernement disait vouloir lutter contre les contenus haineux pour protéger la sécurité nationale. Mais en coulisses, l'objectif était bien plus simple. Étouffer un mouvement de contestation qui prenait de plus en plus d'ampleur grâce à l'organisation en ligne. Et l'échelle de cette décision, elle est juste immense. Du jour au lendemain, 850 000 personnes se sont retrouvées réduites au silence en ligne. On parle de près d'un tiers de la population du Gabon, privée de son principal moyen de communiquer, de s'informer et bien sûr de s'organiser. Au-delà de l'impact sur les libertés, il faut savoir que ces coupures ont un coût économique qui est exorbitant. Elles paralysent le commerce en ligne, les petites entreprises qui dépendent des réseaux sociaux, et le cas du Gabon n'est pas du tout isolé. Rien qu'en 2025, les coupures d'Internet ont coûté plus d'1 milliard de dollars à l'économie du continent africain. C'est énorme. Forcément, face à cette décision, la contestation a aussi été juridique. Des voix importantes se sont élevées pour rappeler un principe de base. Un organisme de régulation ne peut pas, sur un simple communiqué, bafouer la Constitution. L'accès à l'information, c'est un droit fondamental. On a donc ces deux histoires de panne, avec deux causes radicalement différentes. D'un côté, un accident purement technique, de l'autre, un acte politique délibéré. Mais quand on les met l'une à côté de l'autre, eh bien une conclusion assez surprenante commence à se dessiner. Regardons bien, d'un côté, une panne causée par la fragilité de l'infrastructure, de l'autre, une coupure qui vient d'une volonté de contrôle politique. Mais regardez la toute dernière ligne. Dans les deux cas, la réponse des citoyens a été la même. Face au silence, qu'il soit accidentel ou qu'il soit imposé, les gens se sont tournés vers les mêmes outils pour se reconnecter et finalement pour faire valoir leur droit à l'information. Au final, ces deux histoires, même si elles sont très différentes, nous amènent à une réflexion beaucoup plus large sur la place d'Internet dans nos sociétés. C'est une véritable lutte pour la connexion qui se joue, au-delà des frontières de l'Afrique. Pour les organisations qui défendent les droits numériques partout dans le monde, la conclusion est sans appel. Peu importe la justification, qu'elle soit technique, politique ou même sécuritaire, le fait de couper l'accès à Internet est toujours et fondamentalement une attaque contre les droits humains.
Et tout ça, ça nous ramène à la question de fond que ces événements soulèvent pour nous tous, où que l'on soit. Est-ce que l'accès à Internet est juste un confort, un luxe moderne, ou est-ce que c'est devenu un droit humain fondamental aussi essentiel que la liberté d'expression, un droit qu'on doit absolument défendre coûte que coûte ?